2. Plutôt qu'au cinéma confiné, c'est au parc qu'on se rend, croisant, tous graves, du Sainsbury venu, des gens chargés de monceaux de PQ, triple épaisseur, moelleux à l'anus de l'esprit, irrité. Les enfants postillonnent leur joie, contagieuse au toboggan, sachant bien qu'elles pourront badigeonner leurs paumes puis leurs doigts dans une orgie hydroalcoolique de gel. Ce matin, à la poste, un hipster tabagique, entrant quand je sortais, pointa son revolver bactériologique vers moi. « Quoi ?» In extremis, j'ai réchappé du bal tragique, car tout en m'amusant de ce que j'allais faire, j'ai retenu mon souffle et essuyé mes joues. 4. C'est reparti comme en 40. En quarantaine, une guerre à la France, rationnement, marché noir, maquis, résistance, prévient le général en direct à l'antenne. Plutôt que de jouer au nouveau capitaine Alexandre engagé contre la pestilence, je veux nouer à nos soucis l'insouciance et le fou rire à l'élégie croque-mitaine. Dans un carré de verre, on fourre à peu près tout. Le décompte des morts, la blague de l'atout, il y faut se réjouir autant que s'y morfondre. Une fois ficelé, ça marche comme un poste. TSF pour tous ceux, cloîtrés à l'avant-poste, qui percevront rire et chansons sous Radio Londres. « 10. Mardi, tu pris ce chat dans la gorge. Tu fis ces courbatures, cette toux, ces maux de tête. Puis tout rentra dans l'ordre. À Clémence inquiète, tu dis « Super !» du pouce, en t'envolant jeudi, avant de retrouver ces affres vendredi, guettant le souffle coup coupé sur Internet. Et samedi, pas dans ton auréole assiette, tu attends le jour du Seigneur que tu maudis. Aujourd'hui, ça va mieux. C'était probablement ça, dit ta sœur docteur. Oh, le pompon! Qu'importe, demandes-tu, lecteur impatient. Ça fait quoi? Oh, mais rien. Tu sais, nous ne passons du temps, toi comme moi, des deux côtés de ce sonnet, qu'en attendant de pouvoir ouvrir notre porte. « 21. Pour la première fois en 15 jours, je sors dans la rue. Les maisons ont masqué leurs visages, essoufflés de rideaux sous les échafaudages, déserts, squelettes d'acier, tête de mort. Un métro aérien, filant ma métaphore, mystérieusement laisse dans son sillage étouffer les voitures, céder le passage, au piaf hurlant dans un silence d'oxymore. Le panier à la main, j'attends la fin de l'heure, des vieux, sous un prunier mauve toussant ses fleurs. L'immunité me fait comme un micro-pouvoir parmi les londoniens fuyants. Quand je pénètre chez le marchand de vin, il est en train de mettre une vitre anti-postillon sur son comptoir. « 31. Que peut-on pour ces noms déjà presque effacés, alors que les enfants, dans les petits confins d'un giron exigu, le visage froissé, sont prêts à révéler le leur. Dans ton couffin de chair, chante, babillard, chante, arreux, arreux, contre ton placenta, capiton bouffe-cri. Plutôt que déplorer la mort des malheureux étouffés, je t'en parle en ce poème empli. Sois bienvenu dans le chaos, neveu ou nièce. Tu pleureras hors du ventre de ta maman, ma sœur, d'être exilé de ton confinement. Je t'accueille en cet hôpital, dans une pièce de ce livre. Nous ridiculiserons ces « la poésie ne vaut pas mieux qu'une pensée ». 46. Cible ronde sur fond de ciel, brille un soleil, de la même île au mimosa que celle qu'aime Mamie Mimi,
comme le point du jour de l'interrogation, affolant le platane vert. C'est un brouillon de cœur serré qui bat au ventre de la galaxie et nous éclaire et nous aveugle. Nous lui tournons autour en tournant sur nous-mêmes, dit-on, sonnés sans tout comprendre à ce confinement de monde. Et toi, tu n'as pas rejoint cette ronde encore, fille ou fils de la terre, et déjà nous t'aimons. 14. Célébrant ma vigueur retrouvée ce matin, je fredonne Elton John. I'm still standing. Un chœur de grives musiciennes et de bruyants chanteurs m'accompagne au buisson de nos petits confins. Dans ce rectangle vert, 8 sur 6 mètres 20, un gros bourdon exulte, hilar de bonheur, butinant les jupons des tulipes en fleurs, grand 8 dans le quartier rouge vif du jardin. Gazouillant d'arroser une salade hirsute, Amael penche sa petite bouille blonde sur son uniforme d'école, un memento de coton. Si l'enfer me m'endure, bientôt, elle oubliera qu'après ce paradis, un monde existe, auquel on la rendra comme Ève chute. Ces poèmes étaient extraits du dernier livre de Pierre Vinclair, Le confinement du monde, qui est sorti aux éditions L'Urlure, en 2020. Et c'est pour ainsi dire, le pied d'appui, la passerelle, le tremplin que nous avons choisi avec Pierre pour évoquer aujourd'hui non seulement l'actualité de ce livre et d'autres livres, mais d'une certaine manière essayer de faire une espèce de rétrospective, comme on dit pour un peintre, même quand il est jeune, sur l'ensemble d'une production considérable, plus d'une dizaine de livres, en pas même 10 ans, et cette dizaine de livres qui fait de Pierre Vinclair un poète tout à fait singulier, que beaucoup considèrent aujourd'hui comme un poète phare d'une génération. Je pense que ce n'est pas exactement la manière dont Pierre se conçoit, et on essaiera de comprendre depuis l'intérieur du poème et de sa poétique même une question centrale qui est la question de l'adresse et du rapport à la collectivité et au commun. Mais donc l'idée de cette présentation, de cette discussion, c'est donc de partir de l'actualité et puis à rebours, en isolant certains blocs de sens, mais aussi des blocs de vie et des blocs aussi de tensions formelles. Et on va voir que la vie, les thèmes et la forme et l'adresse sont toujours très intimement mêlés dans le travail de Pierre Vinclair. Donc c'est une espèce d'archéologie, de rétrospective de son œuvre auquel on va se livrer. Mais on va donc commencer par l'actualité, si tu en es d'accord, Pierre, pour évoquer ce livre, Le confinement du monde, dont j'aimerais bien que tu précises pour nous à la fois les circonstances qui ont présidé à son écriture et puis sa structure et la manière dont tu l'as conçu. Merci beaucoup pour cette entrée en matière, Martin. Alors, Le confinement du monde, c'est un livre qui, comme on peut s'en douter, m'est tombé dessus alors que je ne m'y attendais pas du tout, quand le confinement est tombé sur tout le monde. Et à un moment d'ailleurs où tout le monde disait « Oh, on va être harcelé par les manuscrits sur le confinement ». Et donc, moi, je considère que c'est très bien, que les choses qui nous travaillent tous, les choses qui nous font penser, qui nous font réfléchir parce qu'elles déplacent nos habitudes, c'est sur ces choses-là qu'on a envie d'écrire, et qu'il y a une espèce il y aurait une espèce de snobisme à dire ah non, il ne faut absolument pas parler de ce qui fait parler tout le monde, alors que c'est là-dedans que sont en jeu justement la question de la manière dont on peut s'approprier nos existences, le sens de nos existences. Donc, quand cette situation du confinement est arrivée, moi j'étais à Londres, donc le confinement a commencé un petit peu plus tard qu'en France, et immédiatement j'ai eu envie, besoin de penser ça. Et moi, ma manière de penser, c'est d'écrire en forme, de trouver une forme pour rendre une situation chaotique à bien des égards assimilable.
Et il se trouve que c'était une époque où je travaillais un petit peu le sonnet. J'avais déjà écrit un livre de sonnet sans adresse que tu as là. J'avais écrit un livre de sonnet en 2017, dans une période d'ailleurs dont on reparlera peut-être un peu tout à l'heure, dans une période un petit peu de crise, où la forme sonnet, avec sa régularité, son caractère bien connu, m'avait donné des prises pour écrire malgré tout, d'une certaine manière. Et là, je me retrouvais à travailler cette forme sonnet pour des raisons tout à fait différentes, à savoir que j'étais parti avec deux amis écrivains, Guillaume Condello et Emmanuel Sen. On était partis à Dublin pour travailler, pour écrire. Et moi, je n'avais pas du tout prévu d'écrire de la poésie. J'étais parti pour écrire sur Ulysse de Joyce, sur lequel je voulais faire un travail critique un peu du même ordre que celui que j'avais fait dans Terre inculte, dont on parlera peut-être tout à l'heure, et qui est un travail qui était un travail qui se voulait à la fois ambitieux, parce que quand on parle d'Ulysse, c'est toujours forcément un peu ambitieux, mais qui se voulait aussi très humble dans sa posture, qui était de dire, je voulais savoir qu'est-ce qu'on pouvait faire au fond avec ce livre dont tout le monde parle, dont tout le monde à la fois considère que c'est un grand livre, et dont tout le monde en même temps se rend bien compte qu'il est difficile à lire. Et donc moi, je voulais très, très humblement essayer de voir où étaient les prises et comment on pouvait faire quand on était un lecteur à la fois assidu et consciencieux, mais pas spécialiste de ce livre. Comment est-ce qu'on pouvait s'en sortir avec ce livre? Donc je voulais faire comme ça un livre sur Joyce. Et donc je suis parti à Dublin avec mes deux camarades qui voulaient écrire, eux, leurs propres affaires. Et en fait, on s'est retrouvés, ce séjour à Dublin s'est retrouvé être une espèce de workshop sur le sonnet. Tout le monde s'est mis à travailler les sonnets. Et donc moi, je me suis mis aussi à travailler les sonnets avec Guillaume et Emmanuel. Et le soir, on allait au pub comme ça, on buvait des Guinness Light et on travaillait et on se commentait, on lisait nos sonnets, on les critiquait, on disait ce qui allait pas, ce qui allait bien, etc. Et on s'est dit que c'était très fructueux comme travail. Moi, j'écrivais des sonnets sur Joyce, du coup, puisque c'était la matière que j'avais. Toute la journée, je travaillais sur Joyce, et le soir, du coup, j'écrivais un sonnet qui synthétisait en quelque sorte ce travail-là. Des sonnets qui ont été publiés dans la revue Décharge au mois de décembre. Et quand on est revenu chacun chez soi, on s'est dit que c'était quand même vraiment super ce workshop. On va continuer, on va s'envoyer des emails avec, une fois par semaine, on va s'envoyer un sonnet qu'on se commentera. Et puis là-dessus est arrivé le confinement. Et donc, mon sonnet est devenu un sonnet du confinement. Et puis, mes camarades étaient pris chacun dans leurs affaires, ils avaient leur travail, etc. Donc, ils mettaient du temps à répondre. Et moi, j'avais besoin que ces poèmes soient lus. Et donc, j'ai commencé à les envoyer à Libération, sur les réseaux sociaux. Et puis, c'est parti comme ça. Et il y a eu une vingtaine de sonnets qui sont sortis, ouais, qui ont été provoqués vraiment par les circonstances, d'autant que j'ai eu le Covid. Donc j'étais en quelque sorte à l'avant-garde. Hein. Je suis un poète d'avant-garde. On l'a appris par la lecture d'un de tes poèmes. Voilà, donc c'était un peu mon bulletin de santé que j'envoyais sur les réseaux sociaux pour rassurer mes parents et décrire mes symptômes. Enfin, j'étais sûr d'être original en décrivant le Covid en poésie. Ça n'avait jamais été fait. Et blague à part, c'était intéressant aussi de voir comment parler de la maladie, par exemple. Alors, il se trouve que mon frère et ma sœur sont médecins, donc ils pouvaient me détailler aussi le type de symptômes que fait le Covid quand il prend des formes graves, etc. Donc j'avais comme ça à la fois l'expérience de la maladie, à la fois des retours plus scientifiques, cliniques sur le... Et donc il y a comme ça un ensemble de poèmes sur le Covid qui sont arrivés. Et puis Emmanuel Caroul, l'éditeur de l'Hurlure, m'a proposé d'en faire un livre. Donc j'ai essayé d'imaginer comment, après cette vingtaine de poèmes qui étaient sortis comme ça de manière un peu spontanée, comment je pouvais en tirer un livre qui soit intéressant dans sa structure. Et c'est là où j'ai commencé à imaginer ces trois parties. Donc la première partie, il y a 21 poèmes qui sont adressés aux vivants via les réseaux sociaux. On reparlera cette question de l'adresse sans doute, qui est très importante pour moi. Et la deuxième partie, du coup, je me suis dit que j'allais m'adresser aux morts. Et donc j'ai écrit une couronne. Donc, la couronne, c'est un sous-genre du sonnet qui date sans doute du XVIe siècle. Enfin, c'est quelque chose que faisaient les poètes baroques. C'est 15 sonnets dont le 15e est composé des premiers vers de chacun des 14 autres, sachant que le premier vers du sonnet N+1 est le dernier vers du sonnet N. Donc en fait, les sonnets s'enchaînent l'un l'autre, et le dernier les récapitule. Et ça s'appelle une couronne, et je trouvais que pour s'adresser aux morts, une couronne, en plus en période de coronavirus, tout ça s'agençait bien.
Et donc j'en ai fait 15, puisque une couronne de sonnet implique d'en faire 15. Et donc j'avais 21 et 15. Et donc arithmétiquement, j'ai déduit la troisième partie de 9, puisque c'était 7 x 3, 5 x 3, 3 x 3. Et après avoir écrit pour les vivants et pour les morts, j'ai voulu écrire à un enfant à naître. Tu as lu 2 poèmes qui étaient destinés à cet enfant à naître. Il se trouve que ma sœur était enceinte d'un petit Aurélien, qui est né depuis, qui est un très beau garçon. Et ça m'intéressait aussi comme c'est un recueil sur la vie, ça m'intéressait aussi de célébrer la vie qui vient, de voir pas simplement la maladie et la mort, mais aussi de célébrer la vie qui vient. Pas l'élégie seulement. Pas seulement l'élégie, ouais. L'élégie et l'espoir. Et aussi de mettre en rapport quelque chose microcosme, macrocosme, hein, le confinement dans un ventre, et puis notre confinement à nous, de les mettre en écho. Mais pour ça, je ne voulais pas reprendre encore la forme du sonnet, donc j'ai essayé de la travailler pour que la forme soit justement en adéquation avec le contenu. Enfin, il ne s'agit pas de plaquer comme ça une forme mécanique à chaque fois. Il s'agit de trouver la manière de la forme. En fait, il n'y a pas la forme, il y a la formation d'une matière. Et cette formation d'une matière, c'est ce qui la rend, c'est ce qui lui donne un visage, c'est-à-dire à la fois une forme d'intelligibilité, mais ouverte, et une présence, une existence en fait, un corps. Et donc j'ai essayé de trouver ce corps, sachant que ce dont je parlais, c'était d'un être en formation. Et donc j'ai essayé de trouver comme ça une forme informe, une forme en cours de formation, en cours de genèse, et donc de trouver un aspect du sonnet qui soit plus dynamique, ouais, en travail. Donc j'ai appelé ça des sonnets de chiffon, comme une poupée de chiffon que j'offrais comme ça en cadeau de naissance d'une certaine manière, plutôt qu'un doudou. D'où la dilatation des vers, le jeu sur la typographie, voilà. L'espacement, l'éclatement à l'intérieur même du quatrain. Alors, je voudrais qu'on prenne occasion de ce que tu viens de dire, Pierre, pour revenir sur 3 points qui me semblent pouvoir nous accompagner tout au long de notre discussion. Alors, il est très évident, d'après ce que tu viens de dire, que chez toi, il y a une réceptivité, donc qui est de l'ordre de la passivité active, hein, aiguisée à se laisser saisir par ce qui vient. Donc là, le confinement du monde, hein, un événement dont tu disais que justement on ne pouvait pas ne pas s'interroger en écrivain sur quelle forme donner à cet événement. Donc il y a la réceptivité. Il y a deuxièmement une exigence formelle constante et qui est alors là de l'ordre de la décision, hein, du projet, de l'intention, c'est-à-dire comment transformer cette matière qui arrive, les affluences, pour ainsi dire, hein, ce qui afflue vers toi, et lui donner une forme. Et cela, tu l'as d'une certaine manière rendu spectaculaire en choisissant une forme fermée, une forme fixe, hein, le sonnet. En plus, à l'intérieur du sonnet, la couronne, hein, et puis une espèce d'obsession numérologique, hein, que tu as, enfin une rigueur numérologique, hein, comme tu as superstition, dit. Une superstition peut-être. Et il y a 2 autres éléments après cette exigence de passivité, cette exigence d'activité formelle que je voudrais souligner. C'est d'une part la question continue, permanente dans ton œuvre de l'adresse, enfin de plus en plus présente, je dirais d'ailleurs, de plus en plus présente de l'adresse. J'essaierai de comprendre avec toi pourquoi il me semble qu'elle a été de plus en plus présente. C'est des raisons, me semble-t-il, théorico-politiques, en fait, qui t'ont conduit à cette dramatisation de l'adresse. D'ailleurs, on va parler dans un instant de Sans adresse, qui est le livre qui est un petit peu le pendant, si tu acceptes que je parle comme ça, le confinement du monde. Et puis le quatrième élément, qui me paraît très important, et on n'a pas lu des sonnets qui allaient dans ce sens, mais on l'a entendu quand tu en as parlé, c'est la question du savoir. Hein, c'est-à-dire que c'est une poésie ta poésie, hein, est une poésie qui est à la fois très ancrée dans ton corps, comment l'être davantage qu'en parlant de tes symptômes, et en échangeant avec ton frère et ta sœur un savoir de ces symptômes. Donc c'est une poésie très ancrée, très concrète, très adressée, et en même temps qui entretient à l'égard des savoirs, alors évidemment le savoir de la poésie, l'histoire du savoir de la poésie, mais aussi des savoirs, là, le savoir scientifique, etc.,
le savoir parfois économique, politique, géographique, hein, qui entretient un rapport très, très fort, ce qui brouille, évidemment, et qui rend ta démarche si singulière, hein, un partage qui serait entre poésie naïve et sentimentale d'un côté, hein, et poésie didactique, philosophique et docte de l'autre. Alors, est-ce que tu veux réagir sur un de ces points, sur ces 4 points? Et puis, j'aimerais qu'ils nous conduisent à Sans Adresse, parce qu'il me semble que bien des éléments que tu as évoqués là peuvent être réinvestis dans une lecture de Sans Adresse. Alors, tu soulignes beaucoup de choses qui me semblent effectivement toutes très importantes dans mon travail. Peut-être le nœud où se jouent ces 4 dimensions que tu soulignes, comme si c'était des droites comme ça qui allaient se couper dans un endroit. Je pense que c'est vraiment cette question d'une dialectique entre d'un côté le quotidien et d'un autre côté la forme. C'est-à-dire que quand j'écris sur le confinement, je me place à la fois dans une situation qui est celle de tout le monde. Je parle de ce dont tout le monde parle. J'en parle sur les réseaux sociaux où tout le monde en parle. Donc il y a un plan de la parole qui est complètement congruente avec l'ensemble des discours de la société, de tout le monde, et de ce que moi je ressens en tant qu'être humain lambda, qui est traversé d'affect comme tout le monde, qui est dans la même situation que tout le monde, et qui souffre dans son corps en tant que c'est un corps quelconque que pourrait avoir tout le monde. Donc il y a ça d'un côté. Et il y a d'un autre côté, alors on peut aborder cet autre côté de deux manières, à mon avis. On peut l'aborder d'une manière, je ne sais pas moi, pragmatique, c'est-à-dire, une fois cela étant dit, comment on fait un livre? C'est parce que si c'est la même chose que tout le monde, et que tu le dis comme tout le monde, pourquoi ça devrait intéresser quelqu'un? Donc on pourrait le prendre comme ça de manière pragmatique, ou on pourrait le prendre d'une manière plus poétologique, disons. Et c'est cette question de la forme. La forme, c'est ce qui, me semble-t-il, transforme une expérience qui est courante, qui est commune, en un objet intéressant, qui peut du coup parler à quelqu'un d'autre, qui va éventuellement s'y reconnaître, puisque l'expérience dont elle provient est une expérience commune, et qui va prendre intérêt, pour plein de raisons, qui seront sans doute variées selon les livres, mais qui va prendre intérêt, qui va se dire, bah, tiens, je veux bien lire cette page, alors même qu'elle parle de quelque chose que je pourrais trouver sur Facebook. Et alors cette question de la forme, pour moi, c'est pas une question formaliste. C'est-à-dire que ce n'est pas la forme pour la forme. D'abord, il me semble que la forme, c'est, on pourrait dire, une espèce d'espace comme un champ magnétique, c'est-à-dire un endroit où c'est comme si, tu sais, des fois, il y a des petites lettres qu'on met sur un frigo et puis ça fait un poème, mais il faut qu'elles soient aimantées, sinon ça tombe. Et pour moi, une page, c'est pareil. Il faut trouver un moyen d'aimantation, parce que sinon les phrases que tu mets dessus, elles tombent. Et donc moi, le poème, je le vois comme une espèce de champ de gravitation, comme ça. On peut le dire autrement, on peut dire que c'est un espace rituel, ou c'est un espace rhétorique. En tout cas, c'est quelque chose qui est travaillé par des forces. Et la forme, c'est simplement, en quelque sorte, le résultat statique de ce travail des forces. Mais quand tu lis un poème, un sonnet, par exemple, de la tradition, et que tu l'analyses par exemple en classe, tu vois bien que y a toute une question il faut remonter en arrière, voir le premier vers pour comprendre le quatrième. C'est-à-dire il y a de la vie dedans en fait. Et pour moi une forme c'est ça, c'est l'organisation de la vie en fait. C'est une organisation de la vie, des énergies de la vie, qui sont des énergies communes, mais qui par le travail de l'écriture arrivent à un moment à se cristalliser dans un endroit qui est à la fois fixe et qui va pouvoir être redynamisé par la lecture. Et donc le texte est en quelque sorte une espèce de fixité transitoire qui lui permet juste de voyager comme dans un thermos, en attendant d'être remise en branle par le travail du lecteur. Et du coup, par le travail du lecteur et par son corps, et par sa vie commune, et par son problème. Et le lecteur qui se dit « Mais bon sang, qu'est-ce que c'est que ce Covid ?» Eh ben, il va peut-être l'intérêt qu'il peut prendre... peut-être qu'il y a des gens qui s'en foutent du sonnet et qui veulent savoir ce que c'est qu'un syndrome aigu de détresse respiratoire. Et ben, ils le sauront. Et parce que ça parle de ça, aussi.
Oui, j'apprécie beaucoup la manière dont tu fais du poème un thermos, hein, c'est-à-dire un lieu, dis-tu, un espace d'intensification de l'expérience par la forme, mais non pas de fixation de cette expérience. Hein. Parce qu'évidemment, si la forme fixe, notamment, était une forme de fixation de l'expérience, hein, elle serait immédiatement pour la lectrice ou le lecteur de l'ordre de la chose morte, hein, et donc ça serait quelque chose qui est inhabitable. Et alors justement, une des manières dont tu as théorisé et pratiqué hein, cette dynamisation de la forme, c'est la question de l'adresse, parce que précisément une réflexion qui t'aurait mené, qui t'aurait conduit à travailler la forme dans la forme pour la forme dans une réflexion qui serait, je dirais, oui, quelque chose qui serait de l'ordre du monument, hein, de la poésie monumentale, hein, te laisse complètement indifférent, même au contraire, tu la repousses. Hein, et c'est l'adresse qui dynamise ça. Alors ça va nous permettre, si tu veux bien, hein, de passer à sans adresse. Hein, et je te demanderai, si tu veux bien, de lire à la fois la citation de William Carlos Williams que tu as mis en exergue du livre, et le sonnet 31. Et puis, si tu veux bien, à la fois commenter ces deux textes, hein, et puis nous parler justement de cette question de l'adresse. Voilà. Alors, la citation de William Carlos Williams, c'est une citation un petit peu perfide, puisqu'elle dit une chose et son contraire. Elle dit « À toi, qui que tu sois, où que tu sois, mais je sais où tu es ». Donc c'est une adresse qui assume d'une certaine manière, dans un premier temps, d'être adressée au lecteur égal X, au lecteur inconnu, à toi qui que tu sois où que tu sois, et qui dans un deuxième temps se reprend pour dire « mais je sais où tu es », et donc qui reterritorialise l'adresse. 31. C'était un poème que j'ai écrit pour mon ami Jean-François de Villers. As-tu lu Joachim du Bellay, le poète d'heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage ? Alors qu'il s'ennuyait à Rome, il écrivit 191 regrets à ses amis. M'encroutant à Shanghai, je suis si loin des miens. Plutôt que d'ajouter à cette déception celle de l'impossible réception de l'œuvre, j'écris mon texte à un ami qui va me lire. Simple artisan, je prends son geste et le refais. Maintes et maintes fois, c'est la 31e, mais ne veut plus dépenser mon à imiter les fétiches statues de commandeurs posant dans l'inimitable énergie, prise de verre et la carte d'un territoire abandonné. Alors, tu as choisi un sonnet qui est bien parce que il permet de montrer que c'est moins glorieux que la manière dont tu l'as d'abord présenté, en disant que j'étais contre la poésie monumentale, comme si c'était d'une certaine manière une décision théorique. C'est d'abord une déception, là ce vers le dit, plutôt que d'ajouter à cette déception celle de l'impossible réception de l'œuvre. C'est d'abord une déception d'avoir cru dans un premier temps qu'il existait quelque chose comme la littérature, avec des œuvres qui avaient une valeur en soi, et qu'on pouvait, à notre tour, inscrire notre nom dans ce Hall of Fame de la littérature en proposant notre œuvre, et cette œuvre aurait une valeur en soi, etc. Et pour plusieurs raisons, je me suis rendu compte que cette manière de voir les choses n'était pas correcte. On peut effectivement imaginer qu'il y a un Hall of Fame, mais qu'il est produit a posteriori, notamment par l'enseignement de la littérature, l'histoire littéraire, etc. Mais que ce n'est pas du tout comme ça que la littérature se produit. La littérature ne se produit pas parce que des gens veulent produire des œuvres. Je crois que cette question de l'œuvre, en fait, l'œuvre, c'est la chrysalide abandonnée qu'on retrouve dans un deuxième temps, mais qui était un effort tendu vers quelque chose, un vrai effort, tendu vraiment vers quelque chose, et pas la tentative d'ajouter un bibelot sur l'étagère. Et donc, j'ai compris ça d'abord avec des déceptions personnelles, parce que j'avais essayé d'écrire une grande épopée sur la Commune de Paris qui a eu beaucoup de difficultés à se fabriquer et à se publier.
Et je l'ai compris aussi en travaillant théoriquement sur la question de l'épopée dans une thèse de doctorat, où je me suis rendu compte que les épopées qu'on nous présente comme ça, comme des espèces de monuments, et que la tradition littéraire aussi a voulu présenter comme des monuments, le Victor Hugo, la légende des siècles, etc. En fait, si on regarde la manière dont les épopées travaillaient, fonctionnaient au moment où elles sont apparues, c'est ce que dit Florence Goyet, c'est d'abord des laboratoires collectifs pour réfléchir ensemble et pour trouver des solutions pragmatiques à des problèmes politiques. Ça passe par la littérature, parce que la littérature permet de penser, mais pas parce qu'il s'agit de faire des bibelots qui devraient valoir en soi dans une espèce de ciel des idées hors sol. Et donc à partir du moment où on dit ça, où on dit arrête de croire qu'il y a de la valeur en soi, qui serait liée ou bien au contenu, ou bien à la forme, ou bien au style, ou bien... Il y a plein de gens, par exemple, qui pensent que si un livre a un beau style, il acquiert comme ça une espèce de valeur en soi, sans se dire que le style, en fait, c'est la trace extérieure, c'est la bave de l'escargot qui essaye d'aller quelque part. Et je ne sais pas si cette métaphore est très heureuse, mais on voit ce que je veux dire. Et si on arrête si on dit OK, il n'y a pas de monument, il n'y a pas la légende des siècles. Ça peut faire un bibelot sur ton étagère, mais ça n'a pas d'intérêt, ça n'a pas de valeur. En tout cas, ça n'a pas la valeur que tu crois que ça a quand tu fantasmes dessus. Et si tu fantasmes dessus, c'est simplement parce que ça te fait des choses, en fait. C'est-à-dire, il faut l'appréhender dans la matérialité des émotions. Par exemple, il y a beaucoup d'œuvres qui sont illisibles, dont on sait qu'elles sont illisibles, dont on sait que personne ne les lit, et dont on dit « quel écrivain extraordinaire, c'est une œuvre qui a révolutionné la littérature ». Et alors même que les thuriféraires savent, on peut prendre l'exemple de Finnegan's Wake, par exemple. Personne ne peut lire Finnegan's Wake, sauf peut-être quelques spécialistes. Mais du coup, on peut pas dire que ça vaut. Je veux dire, si ça nous fait rien, ça vaut pas. Et si une chanson de Barbara nous fait plus que Finnegan's Wake, ça vaut plus. Donc à partir du moment où moi je me suis dit arrête avec ce fétichisme-là de la littérature qui nous travaille tous, je pense, quand on est dans une période de formation, qu'on lit beaucoup, et justement parce que les livres nous travaillent, parce que les livres puissants nous travaillent vraiment, on a une espèce d'erreur d'interprétation. On croit qu'ils nous travaillent parce qu'ils sont bons, alors qu'en fait on pense qu'ils sont bons parce qu'ils nous travaillent. Et du coup on se dit moi aussi je voudrais être bon. Mais non, toi aussi travaille. Essaye de travailler quelqu'un. Et c'est à partir de ce moment-là où je me suis dit... on oublie tout ce qu'on croyait savoir sur... Enfin, moi, j'oublie tout ce que je croyais savoir sur la littérature. Et si tu mets entre parenthèses cette masse de savoir que tu as accumulé depuis le CP, du savoir scolaire, en fait, sur quels sont les courants, quels sont les machins, qu'est-ce qui reste? Et moi, le résultat de cette réflexion-là, il est très modeste. Il reste que écrire... ça peut permettre de dire des choses importantes à des gens qui comptent pour toi. C'est extrêmement décevant d'une certaine manière comme résultat de dire, parce que ça veut dire, c'est comme écrire une lettre d'amour quand tu as 14 ans. Et ben en fait, je crois qu'il n'y a que ça. Donc, écris ta lettre d'amour, fais-le le mieux que tu peux, en fonction de la personne à qui tu t'adresses. Et tout ce qui viendra derrière, c'est-à-dire, peut-être que tu as quand même en tête, parce qu'il ne faut pas non plus avoir de la mauvaise foi en disant si tu n'écris que des lettres d'amour, tu ne les donnes pas à un éditeur non plus. Si tu les donnes à un éditeur, c'est que tu penses que ça peut intéresser un tiers, quelqu'un que tu ne connais pas. Mais ça, je pense qu'il faut le voir comme du bonus, ou comme parce que quand tu t'adresses à quelqu'un, tu t'adresses à un être humain qui possède des propriétés que possède aussi le lecteur inconnu en tant qu'il est un être humain. Mais donc tu ne peux d'abord passer que par la particularité, je pense, pour atteindre un tiers qui va pouvoir lire en quelque sorte par-dessus l'épaule de celui à qui c'est adressé, ou va pouvoir s'imaginer dans la chaise qu'on a confectionnée pour lui. Mais si tu t'adresses d'emblée au lecteur inconnu en te disant je fais de l'œuvre, je fais une œuvre, je pense que c'est absurde. Enfin, je pense que c'est un contresens en fait, et que si la littérature est importante, c'est justement parce qu'elle est importante. Deux choses, Pierre. D'une part, je suis frappé de t'entendre parler de cette question de la déception, parce que ce poème, évidemment, de Du Bellay, tu parles de la déception à partir du poète, hein, qui, d'une certaine manière, a inventé une forme de déception. Le regret,
c'est une forme de déception, et c'est vraiment l'histoire d'un poète qui arrive à Rome et qui est déçu partout, qui est déçu par le présent monumental de cette ville, qui est déçu parce qu'il est arraché, et on reviendra là-dessus, tu as été aussi toi-même arraché et sans adresse, hein, à plusieurs titres. Et je pensais en t'écoutant, hein, à ce merveilleux livre de Guy, hein, qui s'appelle Le tombeau de Du Bellay, et qui commence par cette phrase absolument formidable et qui consonne avec ce que tu dis. Hein, et ça commence comme ça, hein, De Guy écrit comme s'il s'adressait à quelqu'un. Il dit, hein, « Vous m'aviez demandé de venir vous parler de poésie et je vous ai déçu. » Et il dit, et ce livre va être la trace de cette déception. Hein. Et le deuxième point qui me paraît, qui m'a frappé dans ce que tu dis, hein, c'est ce qu'on pourrait appeler peut-être le dédoublement des instances dans l'écriture du poème. C'est-à-dire que de la même manière que celui qui écrit des vers, ici Pierre Vinclair, quand il écrit, évidemment, écrit avec son corps, et là, à propos du confinement du monde, sa maladie, ses amis, sa famille, ses proches, ses arrachements. Et en même temps, invente une forme de jeu dans laquelle celui qui va te lire va pouvoir se loger. Donc c'est une instance, d'une certaine manière, creusée, hein, de l'intérieur. De la même manière, l'adresse, c'est-à-dire la personne à qui tu t'adresses, le qui que tu sois de Williams, hein, dans cet exergue si bien trouvé, ce qui que tu sois, il est, alors ici, ton ami à qui tu écris, mais il est dans cet ami même, qui est comme traversé, hein, par le poème, hein, il est tout lecteur possible qui sera susceptible, hein, de reprendre la forme. Alors, la formule là est bonne, hein, en son nom, hein, c'est-à-dire comme s'il était le destinataire du poème. Et j'ai été toujours frappé, mais je pense comme toi, hein, par le fait que dans la tradition poétique, les lecteurs, les lectrices, hein, sont toujours très ébranlés par le tu. Hein. On peut citer un poème tellement beau, hein, le poème de Baudelaire, hein, « Je te donne ces vers afin que si mon nom, hein, je te donne », ben, je pense que personne ne peut lire ce poème sans se dire « il me les donne à moi ». Hein. Alors que bien sûr, ce n'était pas du tout à cela, ce n'était pas évidemment à nous que Baudelaire pensait. Et je pense que dans ton œuvre, il y a une reprise tout à fait neuve et intense de cette question de l'adresse et du destinataire. Parce qu'on dit souvent, on cite souvent ce lieu commun qui est très présent dans la poésie romantique et anglaise et française, et dont Mandelstam, hein, dans son entretien sur Dante, reprend la formule, hein, la bouteille à la mer, jetée, que quelqu'un ramasse, parce que la bouteille à la mer, elle n'est jamais adressée à quelqu'un, elle est adressée à celui qui prendra. Hein. Mais il me semble que dans tes dispositifs formels, hein, tu réinventes un peu cette question de l'adresse. Alors, j'aimerais qu'on recule encore, si tu veux bien, et que tu évoques de manière peut-être un peu plus précise que tu ne l'as fait tout à l'heure, cette crise de l'épopée qui a donné lieu, et je crois que c'est intéressant de le dire aussi pour le public qui nous écoute, hein, qui a donné lieu à une élaboration théorique, donc hein, cette thèse de doctorat, de l'épopée et du roman, et qui a donné lieu aussi à, on pourrait dire, à une première trilogie, hein, d'œuvres poétiques, hein, qui sont Barbare, le cours des choses, les gestes impossibles le cours des choses. Et ça serait bien peut-être que tu racontes cela, si tu veux bien. Oui, bien sûr. Alors, donc, il s'agit de comprendre qu'est-ce qui a provoqué la crise d'une certaine manière. C'est-à-dire une phase de tentative de littérature monumentale de ma part. Il se trouve qu'en 2005, je dirais à peu près, j'ai lu concomitamment Patterson de William Carlos Williams, dans la traduction de d'Yves Dimano qui était paru chez José Corti juste avant, et l'Odyssée d'Ulysse, l'Odyssée d'Homère.
dans la traduction d'Actes Sud. Et j'ai été enchanté, j'ai été bouleversé par ces deux textes qui étaient à la fois poétiques, narratifs, qui promettaient une espèce de synthèse incroyable entre le poème et le narratif, qui m'a vraiment enchanté. Et moi, à l'époque, je venais de finir l'écriture d'un roman, L'Armée des Chenilles, qui est paru en 2007. Et je me suis dit, mais en fait, je veux pas écrire un roman, je veux écrire une épopée. Donc c'est vraiment je pense que c'est vraiment la manière dont la littérature accroche les gens en général, c'est-à-dire on regarde le doigt au lieu de regarder la lune, quoi. Tu te dis, ah mais moi aussi je veux faire ça, sans te rendre compte que c'est juste que tu es traversé par une puissance d'ébranlement, et que c'est cette puissance qui compte, c'est pas la forme en tant que telle, elle n'a pas de valeur. Et donc je me suis dit, je vais écrire une épopée, et je vais écrire une épopée qui puisse être l'équivalent pour notre époque, qui soit vraiment une épopée, quoi, qui soit pas simplement il s'agissait pas simplement de singer la forme, mais je voulais écrire quelque chose qui puisse faire épopée pour notre époque. Et je me suis dit, la Commune de Paris, c'est notre guerre de Troie à nous, c'est-à-dire c'est le moment où les idéaux politiques qui existent encore, qui ont encore du sens pour nous, ont trouvé une matière à s'incarner dans un combat concret, pratique, entre des hommes, et que là, il y a quelque chose qui serait la matière originaire du monde dont on vient. Et moi, j'étais tout petit, j'avais pas du tout la capacité de prendre en charge quelque chose comme ça. Et donc j'ai essayé quand même, je me suis dit, je vais écrire l'épopée de la Commune de Paris. Et en travaillant, je me suis rendu compte que je n'arrivais pas du tout à écrire de l'épopée. Ce qui sortait, c'était du roman. J'écrivais du roman. Et j'étais très déçu parce que je voyais bien que ce roman qui sortait de mon écriture, il n'avait pas du tout la puissance de ce que j'avais trouvé à la fois chez William Carlos Williams et chez Homer. Et du coup, ça m'a posé plein de questions. Je me suis dit, mais pourquoi en fait c'est du roman qui sort quand j'essaie d'écrire de l'épopée ? Et c'est ces questions-là qui ont pris forme, qui ont été fouettées par l'université jusqu'à monter dans la neige d'un doctorat qui a une forme de doctorat en bonne et due forme que j'ai soutenu sous une forme académique. Mais au-delà de la question académique, j'ai compris en travaillant cette question de l'épopée qu'en fait il y avait une différence fondamentale entre l'épopée et le roman. C'est que l'épopée était une forme essentiellement politique qui s'adressait non pas à un individu solitaire sur son métro en train de cacher son nez entre deux couvertures, mais qui s'adressait à une assemblée dans son dispositif pratique même, c'est-à-dire la lecture publique qui s'adresse à une assemblée et qui va mobiliser dans ses récepteurs des énergies politiques pour les faire travailler et reconfigurer comme ça un imaginaire politique de telle manière que la crise que traverse une époque soit en quelque sorte pensée collectivement dans un texte qui lui-même s'appuie sur des figures traditionnelles. On reprend les mythes que tout le monde connaît bien et on les fait jouer de telle manière que tout le monde puisse en quelque sorte être producteur, puisque les gens disent « Ah, est-ce que tu peux nous réciter ?» Ils disent à la aide « Est-ce que tu peux nous réciter tel chant ?» Le public participe à l'élaboration commune. C'est pour ça qu'il y a plein de versions de ces cycles-là. Et comme ça, il y a une espèce de production collective de l'épopée. Ça, c'est pas du tout moi qui l'ai inventé, c'est ce qu'apportent les recherches de Florence Goyet, qui était une de mes deux directrices de thèse, et c'est auprès d'elle que j'ai appris cette puissance politique de l'épopée. Et donc je me suis dit, mais moi je vais pas, c'est absurde, tout seul dans mon coin, derrière mon ordinateur, dans ma chambre de bonne, à 25 ans, en plus dans le cadre d'un dispositif de roman où on invente des personnages plutôt que de reprendre des figures mythiques, on veut leur faire des aventures étonnantes qui vont surprendre le lecteur. Enfin, tout le dispositif du roman, en quelque sorte, est opposé à une réflexion collective pour... Qui est faite de reconnaissance. Exactement. Et même surjouer rhétoriquement d'une certaine manière. C'est-à-dire que l'épopée cache son originalité autant que le roman l'exalte
Et donc j'ai essayé, dans cette thèse, de comprendre comme ça le rapport entre un dispositif romanesque qui s'adressait plutôt à l'individu pour valoriser en lui l'émancipation, c'est-à-dire t'es Julien Sorel, on demande au lecteur de s'identifier avec Julien Sorel, on le sort de son milieu, on l'amène à Paris, on l'émancipe petit à petit de ses croyances, etc. Et le lecteur suit ça, comme une espèce de phénoménologie de sa conscience incarnée dans le texte. Et petit à petit, peut-être, il se dit, mais oui, mais moi, est-ce que dans mon milieu, je suis pas trop aliéné, etc. C'est la théorie de la double adresse dans le roman, qui s'adresse à la fois à la femme de chambre, comme disait Stendhal, et qui essaye de l'émanciper jusqu'à en faire un happy few. Donc il y a cette double couche comme ça dans le roman. Et donc en travaillant là-dessus, je me suis rendu compte d'une part qu'il y avait des raisons tout à fait objectives liées au dispositif qui faisait pragmatique, qui faisait que je n'allais pas écrire une épopée tout seul dans mon coin avec mes personnages imaginés, d'une part, et que d'autre part, l'épopée n'était pas une espèce d'ensemble un genre littéraire n'était pas un ensemble de caractéristiques formelles empilées, comme c'est en vers, c'est long, il y a des héros, etc. Mais qu'en fait, c'est un effort des gestes, pour produire un effet dans une société. Et à partir de ce moment-là, moi, d'une certaine manière, les bras m'en sont tombés. Et je me suis retrouvé tout seul avec mon texte. Et j'ai touché le fond de la piscine d'une certaine manière. Et c'est à partir de ce moment-là où je me suis dit, voilà, ce fond de la piscine, il est dur. Et donc on peut repartir de ça, de quelque chose de simple, c'est à qui tu parles et qu'est-ce que tu lui dis. Ce qui est un petit peu hérétique par rapport aux 50 dernières années de la poésie française, quoi. Et alors, est-ce que tu peux dire justement comment, en ayant touché ce fond, depuis ce fond, tu as conçu ce qui apparaît au lecteur avec un peu a posteriori et qui ne pouvait pas lui apparaître quand il les a lus en direct, pour ainsi dire, la trilogie de Barbare, des gestes impossibles et le cours des choses. Déjà, c'est des livres qui ont été, c'est des livres qui poursuivent le même objet, le même espoir, et qui s'en approchent par des biais différents. Et ils ont été publiés à 4 ans d'écart chacun. Le premier, Barbare, c'est une sorte de théogonie, c'est-à-dire c'est une sorte de tentative de dire les dieux d'un monde sans Dieu, de dire pour notre monde désenchanté l'équivalent de ce que serait de dire les dieux pour un monde enchanté. Donc aller chercher les anti-dieux. Et il est composé de trois longs poèmes, dont le premier, qui est vraiment le poème matriciel, dont le premier chante les aventures un peu dégingandées d'un clochard qui, laissant tomber sa bouteille, dans laquelle se reflétait la belle totalité d'un monde clos, n'a plus que les débris éparpillés pour contempler son reflet diffracté. Et à partir de là, le poème est une tentative de savoir comment on peut vivre là-dedans, comment on peut faire de ce non-lieu un lieu vivable et accepter le chaos comme tel. Donc ça c'est le premier poème. Les deux autres développent des aspects de ce même objectif. Les gestes impossibles. Tu veux bien lire un morceau de Popée, tu veux bien ? Ouais, si tu veux. Voilà, je t'ai choisi les 3 premières pages, tu veux bien ? Ouais. Donc je rappelle que on est donc dans Barbare et je chante. Alors les yeux lâchèrent le monde, ainsi qu'un muscle où le regard se tisse, une laine serrée, leur toile légère. Et le corps ébloui se diffracte et s'abîme, il se perd dans les innombrables fragments des brilles de verre déboîtant la lumière d'une bouteille que la main, ainsi, n'a plus tenue. On ne sait pas de quoi cet aveugle au miroir impossible mourra, de s'aimer trop s'il écoute l'hymen de l'océan déchirer sa membrane au coin des éboulis et, par ses béances, se disperser les légendes du monde où un écho lui tiendrait lieu d'origine. Sur la peau des éclaboussures de vin en retrace la mémoire,
le sang des mythes. La main inutile, à la prise d'un schème où gazouillait jadis tout, aboli, reste le nœud d'un hymne sans chiffres. Je dis, ouvre ta gorge, Popée, chante. Quoi ? J'entends se dénouer les coutures des arbres, la mer, éventrer la terre, recrachant multitude grouillante d'atomes hurlants, sortis de leur gonds, saignant dans l'univers plein. Merci. Et donc on continue dans la trilogie. Donc on continue dans la trilogie. Les gestes impossibles, c'est une autre tentative d'écrire une épopée, mais celle-là en prenant à bras-le-corps une matière historique. Et donc il y a une dizaine de chants entre 1348 et la Grande Peste et la contemporanéité, et qui passe par le Japon médiéval, la Commune de Paris, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Je ne me souviens plus. L'Écosse médiévale. Enfin bon, il y a une dizaine de chants comme ça qui donnent des figures à la fois d'éclats tragiques. C'est l'histoire vue depuis les bris de la bouteille. Ouais, voilà, c'est ça. Que le clochard non céleste a laissé tomber au début de Barbare. Justement, puisqu'on a parlé de la commune, j'aimerais bien que tu lises la section en l'honneur, en rappelant peut-être là aussi la magnifique citation qui ouvre cette section. Donc la citation, c'est une citation de l'Internationale, l'hymne. « Ils sauront bientôt que nos balles sont pour nos propres généraux ». Et le poème raconte en fait un des épisodes inauguraux de la Commune, quand les généraux de la République, enfin qui étaient à Versailles, vont chercher les canons qui étaient restés à Paris pour lutter contre les Prussiens qui faisaient le siège autour de Paris, et que le peuple parisien convainc les soldats, les lignards, de ne pas prendre les canons, de se liguer avec eux et de se retourner contre les Versaillais pour continuer d'abord la lutte contre les Prussiens et ensuite pour se battre contre la République de Foutriquet. Alors je vais peut-être pas lire tout, c'est un petit peu long. Je peux lire peut-être les 2 dernières pages ? Oui, très bien. Je chante « Les hommes de 71 qu'ont-ils fait ? Ils sont venus dans les habits des prêtres à l'autel des églises en parler. Ils nous ont dit qu'il n'y avait pas d'âme. Le rythme des paquets de mots, les phrases nouées sont écrites dans la voix des petits. Nos éclats perforent les mondes, l'esprit, c'est le commun l'onde sourde entre nous, la rumeur, l'invisible manteau qui réchauffe du peuple, la matière excédée, le corps tatoué par la pellicule des choses. Tous les soldats de marbre rejoindront le bitume, même les nôtres. Les ancêtres sueront dans la mémoire jusqu'aux fins de l'histoire cette fumée épaisse enfin qui ravala la Seine au crépuscule des idoles à refaire. Votre demande n'est pas celle de mortels, disent-ils, et d'autres pleurent. La démesure des peuples est celle des enfants des dieux qui demandent pareil à se rapprocher du soleil. Alors, l'incendie, quand les points cardinaux de la terre devinrent le cœur de proie des flammes, elle se fend, se crevasse, privée de sève comme de sens, les pâturages blancs et l'arbre avec ses feuilles en feu. La moisson a séché, il y a pire. La métropole est grande, elle périt. Le pétrole, c'est le négatif de Paris. Quant à moi, je peux bien coudre aux routes qui la sillonnèrent d'autres routes, les fragments de bitume piquetés par la marche et la voie dans Paris, le bitume en fusion redevenu pétrole, où nous nous engluons, je peux bien dire enfin, m'agiter dans la voix qui me tient immobile et pareille aux chansons qui fleurirent à leur bouche, mal lavées du sang de la pensée peut-être, et sur quelle musique danserons-nous pour racheter leurs fautes ? Allemann pleure, Clémenceau pleure. Mais qui peut dire « Pauvre Lignard, oh pauvre, pauvre Lignard » s'il s'agit là d'un crime, une faute ? Allez, vive les chiens ! Merci pour cette intense lecture. Et donc la théogonie impossible, éclatée, au verre brisé, la déception, et le titre même le dit, les gestes impossibles,
la mort des lignards et l'impossibilité de les dire pauvres, sinon en se défaussant d'une certaine manière. Et puis donc cette trilogie, elle s'achève par Le cours des choses. Et j'aimerais bien que tu évoques ce livre maintenant. Alors le cours des choses, en quelque sorte, c'est vraiment la continuation directe des gestes impossibles, puisque le premier chant du cours des choses, qui en compte 12, est le dernier chant des gestes impossibles. Donc c'est vraiment la fin, comme si après une espèce de théogonie ou d'une mythologie, puis d'une histoire, comme si c'était un arbre en fait. Après le tronc d'une histoire, il y avait comme ça, horizontalement maintenant, une fois qu'on était arrivé au présent, ça pouvait s'expanser horizontalement. Et donc, ce qui était un chant est devenu un livre. Et donc, c'est une espèce de géographie. Et c'est une traversée de la Chine, où j'ai vécu 7 ans. Et c'est une traversée en 12 chants, 6 chants qui sont un voyage, et 6 chants qui sont une guerre, selon une structure classique, virgilienne. Un voyage qui sont un voyage dans la Chine contemporaine, avec tout ce qu'elle comporte d'exotique, mais aussi de quotidien. Qu'est-ce que ça veut dire négocier le tarif de sa nounou? Qu'est-ce que ça veut dire acheter des t-shirts, vendre des t-shirts, aller au lycée, enseigner la littérature. Qu'est-ce que ça veut dire enseigner Hölderlin dans un lycée français, dans une banlieue de Shanghai, par exemple, des choses comme ça. Et la deuxième, c'est une guerre, c'est une tentative de lutter contre ce que la Chine contemporaine a d'abject, avec les instruments de la Chine contemporaine et de la Chine passée, avec ce qu'elle a de superbe et de grand, et d'opposer la Chine à la Chine, et de trouver dans la Chine une voie qui travaille la Chine contre la Chine. Et à travers ce parcours-là, j'ai essayé de discuter avec Pound, pour qui la Chine, à travers Confucius, était un modèle politico-poétique très important, avec Ginsberg, et donc c'était aussi une manière à moi de comprendre ce que la littérature pouvait faire de cette question de l'exotisme, au fond. Sachant que, là, un peu comme le confinement, c'est de bon ton de dire tout mais pas un récit de voyage, tout mais pas l'exotisme, pas dans la vraie littérature. Or l'exotisme, dans ce qu'il a de plus bas de gamme, dans l'expérience du touriste, alors peut-être pas le touriste du Club Med, parce qu'il est quand même dans un... Isolé de la réalité, mais dans une bulle, mais reproductible ou qui soit. Mais si vous allez faire du tourisme, c'est bien que vous cherchez, aussi mince soit-il, quand même quelque chose qui vous travaille, qui vous fait réfléchir, qui vous fait penser, qui vous déplace. Et ça, c'est la matière du poème, en fait. Et la matière du poème, elle n'est pas, en tout cas pour moi, elle n'est pas autre que ce qui nous déplace, nous fait penser, nous travaille. Alors, comme j'habitais là-bas en plus, c'était du tourisme, c'était du deep tourisme. Donc apprendre la langue, essayer de comprendre comment pensaient les gens, et l'histoire de la Chine, comment on en était arrivé à quelque chose d'aussi incroyable que le maoïsme, qui est... Enfin, on a un petit peu oublié ça en France, mais le maoïsme qui était très défendu par certaines avant-gardes littéraires des années 70, il est facile d'en rire, mais c'est aussi parce que ça avait quelque chose de fascinant. Mao, qui était à la fois un poète, un calligraphe, et qui incarnait comme ça une espèce de promesse d'égalité générale. Alors quand on n'avait aucune donnée, à partir du moment où on a eu des données, je suis d'accord, c'est impossible à défendre. Mais tant qu'on n'avait pas de données, il y a effectivement quelque chose de fascinant. Pour ceux qui croient vraiment que la littérature, c'est pas simplement écrire des livres avec du joli style, mais que c'est branché sur la vie des gens, sur l'organisation politique, etc. Là, il y avait une espèce de poète artiste, souverain, empereur, et qui en plus clamait l'égalité générale. Enfin, c'était la totale. Et donc, et cette figure comme ça magnifique était le revers d'une monstruosité comme on en a rarement connu dans l'histoire. Et donc ça, je trouve que c'était une matière aussi qui était intéressante, aussi pour creuser ce que tu disais sur la commune de Paris, c'est-à-dire qu'on peut pas faire la belle âme en disant, on peut pas dire simplement je suis communard, sans prendre en compte tout
ce que ça coûte de sang, le tragique réel de gens qui se sont battus, qui se sont fait écraser, de la même manière qu'on ne peut pas dire, je ne sais pas moi, qu'on est pour la révolution culturelle sans prendre en compte le sang réel le sang réel des gens. Et c'est un vrai problème, à mon avis, c'est un vrai problème de défendre la commune si on sait que la commune, ça finit en massacre. Ça veut dire que on peut pas dire simplement, on peut pas dire que c'est seulement positif comme forme de... Et donc c'est d'une certaine manière la continuation de la même réflexion sur ce que la poésie peut travailler de la politique sans se voiler les yeux, c'est-à-dire en prenant en compte la question du tragique et la question de sa propre impuissance en tant que pauvre poème d'un pauvre poète qui est dans son bureau bien à l'aise, bien tranquille et qui peut faire la morale aux autres en disant je vais vous dire ce qui est le bien et ce qui est le mal. Donc une position qui est très confortable, une posture très confortable. Donc de prendre cette question à bras-le-corps, tout en travaillant la matière basique de l'existence d'un expatrié qui a des enfants, une femme, un travail, une vie courante. Et je pense que dans ce livre-là perce déjà la quotidienneté qui est la matière des livres suivants, quoi. Alors je suis frappé par la manière dont on a pu voir... En régressant depuis le confinement du monde jusqu'à de l'épopée du roman et en remontant ensuite le cours de la trilogie, l'extraordinaire sensibilité que tu as, et c'est ce que j'appelais ta passivité, aux affluences, c'est-à-dire la manière dont tu es saisi là, par le réel exotique dans lequel tu étais plongé, et l'urgence que tu as de lui donner une forme. Et ces trois livres, formellement, sont distincts, mais ils sont proches par une diction particulière, un choix du poème plutôt long, qui se déploie sur plusieurs pages, qui embrasse l'exigence narrative dont de l'épopée du roman fait son objet. Et chez toi, il y a quelque chose qui était rare chez les poètes français, et d'une certaine manière avec quoi tu renoues, par-delà des années d'exclusion, c'est justement le fait que, tu as dit, le poète dit quelque chose à quelqu'un. On aurait dit que tu citais le fameux «legein tikatatinos» d'Aristote, c'est que parler, c'est dire quelque chose de quelque chose, et toi tu ajoutes à quelqu'un. Et je suis frappé par le fait que tout à l'heure tu disais il y a deux modèles qui m'ont ébranlé, c'était Patterson, et donc Dieu sait que de Whitman à Patterson, la question de la narration en vers est capitale pour la poésie américaine. Évidemment, Homère, on pourrait dire, et ça serait un objet tout à fait passionnant, se demander pourquoi la poésie italienne, en dépit de la puissance formidable de l'hermétisme, etc., n'a pas renoncé au XXe siècle à cette dimension narrative. Mais pour clore ce moment de l'épopée au roman et du roman au cours des choses, on pourrait dire, j'aimerais que tu lises les deux poèmes qui achèvent chacune des deux sections de Le cours des choses. C'est-à-dire... je me souviens pas de ce que c'est. J'espère bien. C'est le 32, donc page 107, qui achève la première section. Et puis, c'est le poème 64 qui achève la deuxième. 32. Je n'ai que 10 yuan, dis-je. Le conducteur sourit. 15 yuan. Lorsque nous arrivons au niveau du chantier, le grand palais d'exposition est presque terminé. Des ouvriers descendent entre les piliers jaunes sur la plateforme. Est-ce une idée reçue? Je me dis qu'ils doivent être fiers. Tu exagères, les taxis prennent 15 yuan, ni plus ni moins fiers que quiconque. Toi, par exemple, dans le chantier de ce poème. 10 yuan, c'est tout ce que j'ai. Mais si ça ne vous va pas, je peux descendre. Quand est-ce que ça finit? En septembre prochain. Esquisse dans la rue, squelette, stries de lignes parallèles en vert, voilà. 12 yuan. Merci beaucoup, vous êtes? Trop bon. Il rit, je saute dans le métro et sors 12 yuan, c'est 2 €. À l'autre bout d'une tige de verre,
devant le magasin de fleurs, pour enjamber les têtes de 800 voisins plastifiés sous le parquet de mauvais bois, sous les tuyaux d'aération muets dans les conduits de gaz et plomberie que l'on pourrait apprendre à nommer, à chanter, que l'on pourrait chanter peut-être. Et donc, dans la section 12, la dernière section de Le cours des choses, le poème 64, qui fait pendant, d'une certaine manière, avec ce 32. Et repenser au recommencement. Le corps, déflagration nouvelle qui put libérer d'autres corps, emprisonnés dans de la chair, d'autres viandes dans une tour au milieu de la ville allongée, penchée sur les démolitions des terrains vagues. Nous n'entendions plus les taxis, l'aller-retour de l'ascenseur, à l'intérieur, May, May, fille, petite fille, ma toute petite fille. La liftière débraillée a retourné sa chaise. Elle joue sur le petit écran d'un téléphone, ça monte et ça descend, ça pousse. Pas plus qu'un triporteur assourdi par l'hiver ou des prêcheurs de rythme clair face à l'aiguille couchée du temps qui saute, au mur de quart d'heure en quart d'heure. Elle, mon amour au ventre électrique et rose comme la chambre d'hôpital. C'est la couleur des murs qui habillent tes jambes avec le sang qui dégouline entre les cuisses, mon amour. Celle que l'on appelle maman, lorsque le sexe énonce tout ce qu'il sait, caractère rouge sur plastique blanc, giron sur la serviette, hommage à la poubelle. Un enfant peut sortir, un enfant, ce n'est pas une fille, c'est de la vie toute nue quand le médecin me tend la paire de ciseaux pour interrompre enfin le rêve. L'air qui s'engouffre, le cri, après quoi nous courons. Amaël, en ajoutant des médiations aux médiations et dans les médiations, Clémence, tout recommence. Merci beaucoup Pierre pour cette belle lecture du 64. Tu veux dire quelque chose sur ces deux poèmes ou tu veux qu'on passe à la suite ? Peut-être je peux juste préciser que donc ce poème qui est une scène d'accouchement se trouve dans une section qui s'appelle Adresse et qui prépare Sans adresse et en fait qui a été écrite qui est le moment où l'épopée se transforme dans la question de l'adresse et parce qu'en fait je pense que tout est vraiment organiquement lié et que c'est assez visuel d'opposer un moment monumental et un moment intime, et que en fait les deux existent ensemble et passent l'un dans l'autre en permanence. Et peut-être tu vas parler de la sauvagerie, mais la sauvagerie c'est pareil, c'est à la fois quelque chose qui est adressé à 50 personnes et en même temps une tentative de faire ensemble un champ commun qui relève quand même encore, malgré tout, de l'épopée. Et donc c'est comme si les contradictions proliféraient en permanence et en même temps, chaque livre essayait de les synthétiser à sa manière. Ou de les contenir, oui, de leur donner une contenance en tout cas. Oui, alors en effet, j'aimerais qu'on passe maintenant à l'avant-dernier temps de notre conversation. Dans ce parcours à rebours donc, de ton œuvre, on est partie de l'extrême actualité, le confinement du monde, et on a lié ce livre récent à Sans adresse, et on a reculé, en faisant un bond d'une dizaine d'années vers de l'épopée au roman et la trilogie qu'il ouvrait. Et la trilogie s'est achevée en 2018 avec Le cours des choses. Et en 2020, tu fais paraître ensemble deux livres qui ont eu un grand retentissement. Un livre de poèmes, et pas de n'importe quel poème, puisqu'il s'agit de 10 inspiré de manière très explicite du merveilleux ouvrage de Maurice Sèvres, l'Adélie. La sauvagerie, dont j'aimerais que tu rappelles à la fois les circonstances de composition et le thème majeur, et puis une espèce de doublé qui offre, comme la légende pour une carte de la sauvagerie, qui est agir
non agir, que je montre peut-être mieux, agir, non agir, élément pour une poésie de la résistance écologique qui est composée d'un ensemble de textes en prose théorique. Ce n'est pas du tout ton seul livre d'essai, on en dira un mot pour finir tout à l'heure, dans le dernier temps de notre conversation. Et ce livre se présente sous un petit peu comme les leçons américaines de Calvino, puisque tu proposes des adjectifs pour définir ce que doit être pour toi la poésie d'aujourd'hui, qui doit répondre d'une certaine manière à ces impératifs, qui ne sont pas des verbes, comme on fait souvent à l'infinitif, mais la poésie qui doit respecter cet impératif sévien, on peut dire aussi d'agir, non agir, elle doit être sauvage, totale, tendue, intéressante, pensante, collective et rituelle. Mais avant d'en venir à agir, non agir, j'aimerais, et évidemment on en lira quelques-uns, que tu évoques la sauvagerie, ta sauvagerie. Alors, peut-être je peux parler un petit peu des circonstances de composition, comment ce livre m'est arrivé. J'étais tout à fait dans ce projet de littérature adressée, dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'après le cours des choses et après Sans adresse, je me suis dit, il faut dire ce qui compte à ceux qui comptent. Et je me suis engagé dans la composition d'un livre qui essayait de produire comme ça une poésie adressée, mais qui n'en reste pas à la reproduction de la forme sonnet. Et la forme sonnet est très pratique parce que les gens, s'ils sont allés au collège, ils comprennent qu'un sonnet c'est de la poésie, et donc on a déjà fait 50% du chemin. Mais c'est pas satisfaisant d'une certaine manière parce que quand on s'adresse vraiment à quelqu'un, on peut aussi lui offrir la forme, c'est-à-dire lui offrir le 100% du poème. Et donc je m'étais engagé comme ça dans un livre où je m'étais dit, un livre qui s'appelle L'éducation géographique, où je m'étais dit que j'allais offrir à mes filles les souvenirs de leur enfance qu'elles auront perdus, en écrivant des poèmes qui parlent des endroits où elles sont allées, qu'elles ont aimés, où elles ont fait des choses, et qui, à chaque fois, le fassent dans une forme qui soit une forme propre, qui soit à la fois identifiable et reproductible, mais qui soit inédite. Comme un sonnet, sauf comme si le sonnet n'existait pas encore. Donc il s'agissait à chaque fois d'aller dans un lieu et d'essayer de dégager en coproduction avec le lieu, dans une forme d'improvisation avec le lieu, cette forme-là. Et quand j'ai fabriqué les textes de ce livre, qui s'est composé petit à petit, m'est venue l'idée qu'il fallait aussi que le contenu de ces chants parle pas simplement des lieux, mais puisque j'étais dans une démarche un petit peu de transmission, c'est-à-dire que ça me permettait de faire un dispositif dans lequel mes filles allaient lire ce livre quand elles auraient peut-être 30 ans, et moi je l'avais écrit quand j'avais 35 ans, c'est-à-dire on se croisait. Vous correspondiez. Voilà, on pouvait parler vraiment. Alors que sinon, on a toujours 30 ans d'écart, on ne peut jamais vraiment parler. Et puis on est toujours dans une relation d'autorité comme ça. Donc je me suis dit, tiens, c'est le moment, c'est le dispositif qui va te permettre de dire ce que tu as vraiment à dire et qui ne pourra jamais être dit sinon. Et donc quelque chose qui est dans une optique un petit peu testamentaire. Qu'est-ce que tu dirais s'il fallait que quelque chose de ce que tu peux dire reste pour les gens qui comptent pour toi et que tu n'auras jamais pu dire? Et en travaillant ça, la question du lieu, la question géographique a débouché sur cette question de l'écologie au moment où j'ai rencontré le travail de Jean-Claude Pinson, qui lui élaborait de son côté une théorie sur la nature foncièrement pastorale du poème. Et moi qui étais engagé dans une poésie plutôt urbaine, la Commune de Paris, Shanghai, etc., j'avais l'impression que le défi qu'il proposait ne correspondait pas du tout à ma manière d'écrire. Et en réfléchissant à tout ça, et à cette question de l'écologie qui est quand même de plus en plus préoccupante, et qui est préoccupante aussi dans le rapport qu'on a aux générations qui viennent, c'est-à-dire à nos enfants, à nos petits-enfants, etc., quelle terre on leur lègue, je me suis dit en fait que le défi que posait Jean-Claude, on pouvait tout à fait lui répondre à partir du moment où on avait une conception large, anthropocénique de la nature, et pas simplement la nature au sens pastoral des oiseaux et des rivières. C'est-à-dire que les rivières sont bétonnées,
les oiseaux ont du plastique dans l'estomac. Donc en fait, tout est mélangé. La nature est urbaine et l'urbain est aussi débordé par la nature. Et à partir de ce moment-là, j'ai voulu intégrer un chant à ce volume que j'étais en train de composer. Et ce chant, en fait, a débordé. Il y avait trop de matière, il y avait trop de choses. Ça a commencé. Donc le lieu dont j'étais parti pour parler, c'était le Pays de Galles. C'est pour ça que la première section se passe au Pays de Galles. Et la forme que j'avais choisie, c'était une forme de dizain dégingandé, comme ça, avec le haut patronage de Maurice Sèvres, qui avait écrit en 1500 et quelques la délit objet de plus haute vertu. Avec cette idée de la femme morte qui une fois morte comme ça, apparaît comme la valeur suprême, enfin la vertu suprême. Et je me disais, voilà, pour nous, ce qu'il faut chanter, ce qu'il faut être capable de chanter et pas faire que chanter, et peut-être on parlera aussi de ça, de l'ensemble des actions qu'un poème peut essayer de faire par rapport à son objet, c'est la terre. Et donc j'ai commencé à travailler cette matière-là, et je me suis bien vite rendu compte que ça débordait en fait et le cadre de l'adresse aux enfants, et le cadre du Pays de Galles, et un peu tous les cadres. Et donc j'ai embrassé la structure de la délit dans son entièreté, avec les 510 Et au lieu de m'adresser simplement à mes filles, résolu que j'étais de ne jamais atteindre, de ne jamais essayer d'atteindre l'universel en y sautant à pieds joints, mais toujours par la médiation d'adresses particulières, j'ai décidé de travailler avec mes camarades poétesses et poètes et de leur parler à eux. Et donc de leur demander à eux un dizain sur un thème qui correspondait à l'architecture que j'avais imaginée pour mon volume, et de leur répondre par des dizains, par d'autres dizains. Et de cette manière que je retrouvais in extremis, d'une certaine manière, la structure polyphonique de l'épopée, alors même que j'allais la chercher dans l'adresse la plus concrète. La plus singulière. Et c'est comme ça que ce livre est né, en essayant de dégager un champ collectif de poétesses et de poètes préoccupés par cette question politique qui est la question de notre époque, enfin qui est la plus importante, et par rapport à laquelle la poésie est sommée, je pense, comme tout le reste, d'agir. De répondre et d'agir. Et alors c'est frappant parce que ce livre, il s'inscrit dans une époque où ce qu'on appelle même désormais l'éco-poétique, c'est-à-dire le rapport des poètes à l'écologie, et dans les générations qui te précèdent et de poètes encore actifs, on peut penser au volume de Guy, La fin dans le monde, écologique. On peut penser aussi, en t'écoutant sur les oiseaux qui mangent du plastique, je pensais à Théorème de la nature, de Jean-Patrice Courtois, publié aux éditions Nous. Mais alors, ce qui est frappant, justement, parce que tu as bien insisté, et je pense que les gens qui nous écoutent ont senti cela, c'est-à-dire que l'exigence chorale de l'épopée est maintenue. L'exigence de l'adresse qui convertit un collectif pris par le multiple en un multiple pris par les individus est maintenue. Mais par rapport justement à la trilogie, et conformément à ce que deviendront tes formes dans Sans adresse et Le confinement du monde, tu choisis une forme traditionnelle, chiusa, on dit en italien, fermée, très exigeante, le dizain. Tu demandes à des poètes qui sont sans doute estomaqués de recevoir cette injonction des dizains. Et donc, tout à l'heure, tu te souviens, on disait donner une contenance. Donc, à ce débordement du sentiment et de l'urgence écologique, tu donnes une forme et une contenance, c'est le dizain. Et j'aimerais bien, je pense que ça ne va pas te surprendre, qu'on en lise 10. Donc tu en choisis 5, moi j'ai choisi les miens, et qu'on en lise 10, 10 dizains des 500 qui forment ce livre. Dans l'univers, entre d'autres cailloux, terre longtemps fut faite de rochers,
que des hommes apparus coupaient et transportaient, assemblaient, offrant leur labeur à la fable dans un ciment de sable et d'eau. Sur des pelouses broutées, les quadrupèdes pétaient entre les tombes fleuries, puis vinrent l'explosion d'autres bombes, aux moteurs rugissant jusqu'au parking, les icebergs fondirent, des îles plastiques dérivèrent sous un smog de spam, selfies et poèmes. Oui, la vie commença dans l'océan et c'est bien depuis les eaux encoraillées et les estuaires à goélands que nous rampâmes, vers les prairies sous l'œil des vaches pâmées jusqu'aux verts arbres que nous descendîmes en bateau, retournant en mocassin à glands en mer pour dégazer le dieu mystérieux, le pétrole flasque, l'électricité picotante et la télévision merveilleuse qui nous rappelle que nous exterminâmes les dodos. Contrairement aux hérissons à glands, aux martins pêcheurs chauves, aux requins Napoléon III, aux cachalots de Garonne, aux vers de terre à pied. Contrairement à l'éléphanto basque, aux gorilles pendus, à la tortue née de cochon, à l'abeille de Thélème, aux frères Pandavad, Pandan, à l'alouette de Chanson, à la déesse précieuse et aux dieux colériques. Contrairement au grand hamster d'Alsace, à la vipère Péliade, à l'œil de bouc, au lapin de Garenne, à moins que ça ne soit le poulet de Bresse, au tigre du Bengale et à la tortue lutte, contrairement à la salamandre géante et à l'infante de Sumatra, au marsouin de Californie, à la baleine franche et à l'ours blanc, contrairement au papillon monarque et au loup rouge, au cerf cochon de Baewan. Il y a encore pas mal de gros fils de chienne. Vois ce poème. Il n'empêche le crime, ni ne ranime les mammifères morts, c'est notoire. Pour cette apostrophe, l'ordinateur rame, l'imprimeur fait tomber une forêt, un cerf s'enfuit affolé en bramant sur le bitume où il laisse son ombre noire. Le lourd camion du diffuseur l'a percuté. Ce n'est qu'un poème. Il a la beauté friable du carbone dont il cherche l'excuse froide pour nous rapprocher de la catastrophe. Disin 80. Verte pâture cherchant le bonheur de l'Everest aux pentes du Kenya. Plutôt qu'en latin, en nom en Ewe, t'eût-il valu extinction moins prompte. Je regarde l'exploitation forestière illégale sans m'expliquer comment te protégeront mes seuls pouvoirs. L'expansion des polices d'écriture et la perplexité traquée d'un Eira, dos au mur, duquel se tag « Do you think Ezra had voted for Trump ?» Disin 192. Ce lit jaunissant, maigre latte rouge, qui grince en poussant les miaulements mêmes de la bête alanguie, pose sur la roche brune, jouissant sous le soleil qui fume. Quand je bloque tes hanches pour te sauter, ce vieux lit affirme mieux que rite et joyau, l'alliance puissante nous unissant dans la joie simple, et grince encore quand nos filles, riant, sautent dessus, innocemment, nées du plaisir des corps. Sonnet Disin, 311. Parfois, pour te moquer, tu me demandes « Que ferons-nous ouverts leurs enclos d'1 milliard de vaches. 7 milliards 9 d'hommes leur brancheront-ils des puces pour se les égaler d'un geste artificiellement intelligent? Jouerons-nous aux échecs, en plein air, avec des poulets libérés augmentés?
Ou porterons-nous des prothèses pour nous élever, nous, jusqu'à l'intelligence des girafes? Il n'y aura plus d'en haut. Dizain 499. L'hiver, au crépuscule, ils se rassemblent autour d'une table ronde. À l'intérieur aussi, le souffle s'échappe en longues nuées blanches. Aucun ne crie, ne chante, ne parle même. Chacun attend son tour, regarde l'autre abattre son jeu. La fin de partie sonne, le courtier s'en va, les poches vides. Comment savoir si les mânes des anciens, posés sur l'étagère, observaient la démonstration d'égalité? Tout recommence. Ni moins bien, ni mieux. Tu veux commenter ces 10 uns? Dire un mot encore de la sauvagerie? Ou plutôt peut-être, en prenant un appui sur une phrase que tu as dite 2 fois en présentant le livre, hein. Tu as dit, oui, parce qu'il faut aussi comprendre pas simplement ce que le poème dit, mais ce qu'il peut faire, ses effets, donc sa pragmatique profonde. Et peut-être que c'est une bonne transition, si tu me permets, qui est donnée par ce que j'ai appelé le doublé théorique. Non que la sauvagerie, comme d'ailleurs les autres livres de poèmes, soit exempt de réflexion théorique, mais dans Agir, non agir, comme dans d'autres textes d'essai, tu parles en prose à ton lecteur, et dans Agir, non agir, justement, tu réfléchis sur ce qu'on pourrait appeler, de même qu'il y a une rhétorique profonde, selon Baudelaire du poème, sa pragmatique profonde, c'est-à-dire ses effets. En fait, la question que je pose dans Agir, non agir et à laquelle j'essaye de répondre, elle est extrêmement simple. C'est qu'est-ce que peut faire la poésie par rapport à la catastrophe écologique autre que se lamenter? Se lamenter, c'est assez facile, et mais c'est pas facile par bêtise, c'est facile parce que tout nous y invite d'une certaine manière. Donc la catastrophe écologique appelle ça d'une certaine manière, mais c'est pas suffisant. Et j'avais besoin de me demander quel type d'action en tant que poète, en tant qu'écrivain de la poésie, on peut imaginer pour aller dans le sens d'un mieux, sachant que se lamenter, ça peut faire très plaisir au bourreau. C'est ça aussi le point de départ. C'est-à-dire, si tu te lamentes devant celui qui a intérêt à ton désespoir, tu arrives à un résultat contre-performatif. C'est-à-dire qu'il jouit de te voir pleurer. Pourtant, rien, si c'est à l'effet qu'on s'intéresse, à l'effet concret, ne prouve que l'élégie est un effet positif. Le poète malheureux peut apparaître ridicule et même plaisant à qui a intérêt à cette destruction. L'argumentum ad misericordiam provoque la jouissance du bourreau parce qu'il exalte la visibilité de la force. Pleurer le sort des Amérindiens devant les compagnies minières ne garantit pas leur clémence. Et donc une fois cela dit, je me suis dit, comment on peut envisager dans le poème d'autres actions que cette déploration? Et il m'a semblé que cette manière comme ça pragmatique d'appréhender la question, d'abord me permettait de renouer sur un socle théorique que j'avais déjà en partie essayé de travailler avec la question de l'épopée. L'épopée, elle transforme la société dans laquelle elle le fait, mais elle ne le fait pas par miracle. Elle a tout un ensemble d'opérateurs rhétoriques. Et donc, pour moi, ça a été en quelque sorte une manière de prolonger la réflexion sur le poème contemporain, sur la manière dont le poème d'aujourd'hui pouvait produire son effet politique, comme ça, en essayant de voir les opérateurs les plus concrets possibles. Par exemple, cette question de l'intérêt que tu as souligné tout à l'heure, on peut faire des poèmes magnifiques, mais si ils laissent 999 pour 1000 des lecteurs comme des poules en face d'un couteau, évidemment, il n'aura pas d'effet dans la société, puisque l'effet que peut avoir un texte, s'il peut jamais en avoir un, c'est via ce qu'il fait faire à son lecteur. Et donc, il faut trouver une manière
moi, j'ai pas du tout envie de renier l'héritage moderniste, mais il faut trouver une manière de poursuivre cet héritage tout en donnant des prises à des lecteurs qui ne soient pas des professionnels de la poésie. Oui, ça, je crois que c'est très important que tu dises ça, parce que c'est même tout l'inverse. Les poètes qui sont ta bibliothèque personnelle, ceux avec qui tu dialogues dans tes livres, dans tes essais, dans tes poèmes, c'est plutôt Mallarmé que des poètes, justement, qui seraient des poètes d'avant la modernité. Donc, si on peut dire de manière scolaire, pardonne-moi de l'être ici, il y a plutôt une dialectique dans ton travail qui consiste à dire constater la tension du modernisme et ce que tu considères dans l'histoire qui est la tienne, et on en a retracé quelques étapes, comme une limite dans l'adresse. Qu'est-ce qu'on peut faire en inventant une nouvelle adresse et en récupérant l'exigence formelle du modernisme ? Précisément parce que cette exigence formelle, on peut la traduire en termes pragmatiques, c'est-à-dire qu'en fait, les modernistes, à travers des expérimentations qui peuvent sembler absconses à un lecteur ou une lectrice qui n'est pas habitué à la poésie, en fait, donnent des outils, une multitude d'outils qu'on peut, des outils rhétoriques en fait, qu'on peut mobiliser, faire travailler dans le poème pour, pas simplement pour le plaisir de les exposer, mais pour les faire travailler et susciter déjà ce premier pas qui est cette première condition qui est l'intérêt d'un lecteur, que le lecteur ait envie de tourner la page, ou déjà qu'il ait envie d'aller au bout de la page. Ça, c'est déjà une grande victoire. Et une fois que cette victoire est accomplie, eh bien alors s'ouvre en fait l'ensemble, le champ des actions possibles, qui peuvent être très variées: faire réfléchir, émouvoir, protéger, faire faire son tri sélectif. Enfin, j'ai pas vraiment de poème d'idéologie du tri sélectif, mais il n'y a pas d'action en tout cas qui me semble a priori non noble ou dénuée de pertinence. Et je pense qu'il faut dire aussi immédiatement qu'à ce niveau pragmatique s'adosse immédiatement un deuxième niveau qui lui est de l'ordre de l'utopie, de l'action utopique, comme par exemple sauvegarder la sauvagerie dans un livre de poèmes. L'idée de base, en fait, elle était là, c'était de partir de l'observation d'un rapport entre la sauvagerie du poème et la sauvagerie de l'animal, pour faire dans le poème une espèce d'urne où la sauvagerie serait préservée, d'une certaine manière, où on n'aurait pas tout abandonné à une rationalité technocratique qui considère l'ensemble du réel comme une montagne de profits possibles, et que bien sûr, le poème ne peut rien faire sur la disparition de telle ou telle espèce, mais dans sa résistance au langage technocratique, il porte un infime témoignage de l'existence d'un rapport sauvage au monde. Et il me semblait que, c'est pour ça que le premier chapitre s'appelle Sauvage, il me semblait qu'on pouvait trouver dans ce rapport entre la sauvagerie du poème et la sauvagerie de l'animal pas simplement une métaphore, mais un vrai noyau de résistance à l'arraisonnement général du réel par la logique mercantile, et que dans cette révolte logique-là, comme dit l'autre, il y avait le moyen de sauver la sauvagerie de manière infiniment modeste. Et ça, c'est une action, par exemple. Et adressée. Pardon ? Et adressée. Et adressée. Une manière modeste et adressée. Et une manière modeste et adressée. Et ça, c'est une action. Bien sûr. Donc, et c'est une action qui est tout à fait différente que la déploration. Il me semble aussi que l'exigence du poème Arche, ou c'est plutôt même, on pourrait dire, du livre Arche, l'arche de la sauvagerie, elle est constituée de 500 petites niches dans lesquelles sont conservées des espèces. Elle est aussi cette arche, une arche des mots dans lesquels on peut se réapproprier, tu disais lutter contre la logique mercantile, un autre rapport au réel, et qui est aussi une langue de la tradition, d'une certaine modernité, des langues, puisqu'il y a du latin, il y a de l'anglais, toute une section. Il y a du mapudonguin. Il y a toute une section en anglais dans ce livre.
Voilà, et donc comme je vois, Pierre, que l'heure tourne, j'aimerais qu'on dise juste 2 mots, avant d'encore lire 2 poèmes, 2 mots d'une autre activité qu'il n'est pas grave de ne pas avoir eu le temps de développer ici ensemble, 2 autres de tes activités qu'il n'est pas grave de ne pas avoir pu commenter, mais qui serait grave de ne pas mentionner. C'est d'une part donc ton travail de critique, de théoricien critique, hein, qui construit sa théorie à travers la critique de poèmes et de poètes. Et je pense ici à un livre dont je t'avais dit combien il m'avait impressionné par sa liberté et son intensité. Hein. C'est un livre que tu as consacré à The Wasteland, dont évidemment le thème, on comprend bien, t'est tout à fait cher, hein, la question du gâchis, hein, de la terre dévastée et de la terre inculte, qui est un livre de traduction, hein, puisque tu retraduis T.S. Eliot, de commentaires, et un livre de savoir adressé à un lecteur d'aujourd'hui, avec une question très simple, qui était en fait celle que tu adressais à Joyce tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on peut faire avec un poème aussi canonique, aussi définitoire du patrimoine de notre modernité du XXe siècle? Et à côté de ça, de cette activité de critique, que tu mènes aussi sur ton site, hein, avec tes amis proches, hein, le site de Catastrophe, tu as aussi une activité de traducteur de l'anglais et du chinois. Hein. Et donc je voudrais au moins que tu montres ce grand et beau livre, le grand recueil, hein, le Shijing. Et je crois que c'est important que les auditrices et les auditeurs, hein, comprennent disons l'ampleur, l'amplitude, hein, l'empan de tes activités dans la défense et l'illustration de l'urgence poétique. Hein. Tu es habité, hein, par le poème, habité par l'exigence du poème, et tu le défends à la fois dans ton œuvre propre, dans la critique et dans la traduction. Mais il faut laisser la parole à ta poésie, et je voudrais qu'on lise, pour finir, je vais en lire un, et puis tu auras évidemment le mot de la fin, un poème chacun, épris dans la sauvagerie, justement. Hein. Et donc j'en prends un que j'avais préparé. Soyez fortes, mes filles bien-aimées. Tandis que la lune faisait 365 tours, la Terre n'en fit qu'un. Choisissez votre planète, votre tremblement de terre, choisissez votre fusion nucléaire. Soyez prêtes à quitter la patrie. Table tremblante, plafond tremblant, bouteille de vin tombant entre le frigo et le mur, rien. Une pompe a ouvert vos poumons, fendillez la peau, empoisonnez l'eau. Quand la bouteille de vin se brise en 1000 morceaux, partez. Drôle d'histoire. Et tu veux nous faire croire que c'est de la poésie. Lisez les journaux, prenez le bus, la maison est loin derrière, et les mots sont des chevaux. Mon poème souffre, comme une espèce prenant sur elle l'extinction de tout. Il a peur et désire de vagues aventures tel ce célibataire vivant sur un parking de supermarché, mais n'a pas encore rencontré d'Inuits collés à leur télévision pendant la fonte des glaces, ni gâché des paysages par lui déflorés. Sa parole ne conteste pas le silence. Il se propose aux hommes, si la nature doit revenir malgré eux, sans eux, avant eux. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Pierre, et merci à la Maison de la Poésie, merci à Olivier Chedançon et à toute son équipe qui rend ces moments de déconfinement du monde si précieux, si importants, et celles et ceux qui nous écoutent, portez-vous bien. Au revoir. Merci.